Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle classique, la deuxième classique ardennaise de la saison, tout simplement. C'est la Flèche Wallonne qui arrive en haut du mur de Oui, où depuis 2 ans maintenant, Julien Alaphilippe a l'habitude d'aller s'imposer. La première année devant Alejandro Valverde, le recordman de victoire de cette classique avec 5 victoires à son palmarès en haut du mur de 8 et la deuxième devant Jakob Fuglsang au nez à la barre, vraiment. Jakob Fuglsang c'était tendu, mais il a quand même réussi à garder son avance. Alors on va aller voir les deux hommes de tête qui sont sortis, c'est Kochetkov et Elie Gebert. On a Romain Sicard aussi, on va aller voir tout ça. Romain Sicard, on a un groupe de contre composé de 4 coureurs avec le Suisse de la Israel Startup Nation Badilati, Ben King pour la NTT là, Fabien Grelier pour l'équipe de Jean-René Bernodeau, la Total Direct Energy, et Kras, le coureur de la Lotto Soudal. Donc on a 2 teams Total Direct Energy sur les 7 hommes échappés. On va aller observer l'écart entre les hommes de tête et le peloton mené par Rémi Cavagna pour bien sûr Julien Alaphilippe, Julien Alaphilippe qui, comme je vous l'ai dit, tentera de faire la passe de 3 sur cette course, sur cette classique. Et là, gros tempo là, des hommes en contre, 4 hommes en contre derrière les 3 de tête. Donc si ça se regroupe, on retrouverait 3 Français sur 7, ce qui est pas mal. Et derrière, c'est Ignatias Konovalovas qui roule pour David Gaudu. David Gaudu qui a fait 5ème l'autre jour là, du côté de... C'était à Maastricht, il me semble, du côté de l'Amstel Gold Race. Ah non, à Valkenburg, pardon. On partait de Maastricht, ça arrive à Valkenburg. Bien sûr, en haut du Coberg. C'est la preuve qu'il est en forme. Et aujourd'hui, ça a une arrivée qui ressemble énormément. En haut du mur de 8, elle est plus dure. Elle est plus dure, cette arrivée du mur de 8. Et donc, forcément, ça convient aux mêmes hommes que ce week-end, où Alaphilippe a gagné. Donc, je vous le rappelle, devant Bauke Mollema et Simon Yates, Fuglsang avait fait 4ème et Gaudu 5ème. Je pense qu'aujourd'hui, les favoris sont les mêmes que la dernière fois. On peut toujours garder Sharman aussi sous le bras. Sharman qui a toujours pas levé les bras lui depuis le début de la saison. C'est vrai que cette saison, je trouve que les gros leaders gagnent pas forcément énormément sur les grosses courses. D'habitude, on a plus l'habitude de voir tous les gros leaders s'imposer de façon assez récurrente. Là, cette année, c'est beaucoup plus ouvert. On voit que Fuglsang n'a aucune victoire, alors que l'an dernier, à la même époque, il en comptabilisait beaucoup en 2019. En fait, il en comptabilisait pas tant que ça, mais surtout, il avait des références. Jakob Fuglsang, 2ème derrière Julien Alaphilippe lors des Strade Bianche. Il était dans le final, il me semble, aussi de Milan-San Remo, si je dis pas de bêtises. Il avait fait aussi 2ème il avait fait 3ème de Tirreno Adriatico. Donc là, Jakob Fuglsang, il va falloir qu'il se réveille. Il avait fait 3ème de la Flèche. Alors que là, il a fait... de l'Amstel. Et là, sur la Flèche, il va falloir faire au moins aussi bien pour le Danois. On a toujours ces 7 hommes de tête qui tiennent en respect le peloton. Toujours depuis tout à l'heure, 35-40 secondes. Du côté du peloton, on voit qu'on a quand même souvent Cavagna qui roule avec Konovalovas. Cavagna là, qui met un gros tempo là, dans cette première légère côte de la journée. On a vu Harold Tejada
Il me semble que c'est Harold son prénom. Hein. Y aller aussi, mais voilà, devant on craque. Ben King, Gébert, Kochetkov vont sûrement se faire reprendre par le peloton. Et les deux plus forts, c'est les deux Français, Fabien Grelier et Romain Sicard. C'est intéressant ça pour les deux de Total Direct Energy. On va essayer de trouver, voilà, Vendrame, lui qui avait fait un énorme travail pour Oliver Nassen sur la classique l'Strade Bianche. Tout simplement, et là, il sera au service Andrea Vendrame de Romain Bardet. Romain Bardet qui a l'habitude de bien performer hein, sur les classiques ardennaises. On se souvient qu'il a d'un podium du côté de Liège-Bastogne-Liège. Hein. Bardet qui a cette réputation, c'est pas une réputation, c'est qui a cette fâcheuse tendance à souvent être placé, malheureusement rarement vainqueur. Du côté de Romain Bardet, on espère pour lui que ça pourra l'aider. Aujourd'hui, ouais, c'était en 2018 sur la 3e place du côté de Liège-Bastogne-Liège, mais il avait aussi bien performé à la Flèche Wallonne, il avait fait 9e. Donc voilà, c'est pas mal pour Romain Bardet. On va aller voir sur les périodes précédentes. On sait qu'il aime bien, voilà, il avait fait 6e de Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège, ça sera dimanche, et ça sera le dernier monument avant longtemps, hein, avant la classique des feuilles mortes, c'est-à-dire le Tour de Lombardie qui se déroule fin octobre généralement. Voilà, on devant s'est relevé un peu du côté de Sicard et de Grelier. On a attendu Baldati, là c'est Kras qui est en train de rentrer, Kochetkov aussi, Gébert et ouais c'est ça, et Kochetkov qui était plutôt bien parti là pour être repris par le peloton finalement. Il se retrouve à une vingtaine, voire entre 20 et 40 secondes, 20 secondes de l'échappée pour Kochetkov et 40 pour Élie Gébert. Élie Gébert qu'on a quand même beaucoup vu sur les derniers Tours de France. Le coureur de la formation d'Emmanuel Hubert. Alors un petit point sur l'histoire de cette flèche wallonne, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début. Donc elle a été créée en 1936, cette flèche wallonne. Tout simplement par un journal belge. Il y a eu plusieurs lieux d'arrivée voilà, dans les premières années hein, entre Liège, Charleroi et Marcinelle. Voilà, c'est une année c'était Liège, une année c'était Charleroi, une année c'était Marcinelle. Après on faisait 5 ans Liège, 5 ans Charleroi. Enfin voilà, on tournait un peu entre les trois villes. Et puis en 1983, on découvre l'arrivée en haut du mur de Huy. Et depuis, on l'a plus lâché. Donc depuis 1983, cette classique arrive en haut du mur de Huy. Et en 1983, qui remporte cette course? Eh ben, c'est Bernard Hinault tout simplement. Donc voilà, à noter aussi dans les faits divers que ça a été la première course pro d'Eddy Merckx qui l'a abandonné. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'on abandonne notre première course professionnelle que on n'est pas destiné à un très bel avenir. Et ouais, à noter, voilà, juste à noter que les arrivées à Huy, elles, se succèdent, alors que les départs, eux, les villes départ, bon, elles sont un peu, elles changent. Hein. On a Anvers, on a Huy aussi, tout simplement. On faisait une boucle entre Huy et Huy. Voilà, on avait Charleroi, Serein aussi, qui a été en 2018, l'année de Julien, où Julien Alaphilippe gagne. Voilà. Anse en 2019 notamment, et cette année c'était quel côté? C'était de côté Serein, voilà, le même parcours qu'en 2018. Et alors Romain Sicard devant est tombé, on l'a pas vu à l'image, ou en tout cas on était concentré sur autre chose, on l'a pas notifié, mais là il est tombé, il a une 15 du groupe de tête. Ça va être un effort qu'il va devoir maintenir pour revenir sur ces 5 anciens compagnons d'échappée dans cette côte de la Vecchie qu'on a abordée là avec de la pluie. Hein. Côte de la Vecchie qui fait 4 km à presque 6% de moyenne, c'est bon, ça monte quand même. Voilà, Romain Sicard qui est rentré, mais attention à ce que ses efforts ne lui restent pas dans les jambes. Surtout que là il reste encore quand même 130 km
Et avec les conditions qui se durcissent, ça peut être problématique pour l'équipe Total Direct Energy dans le final, qui est la seule équipe à avoir mis 2 hommes dans l'échappée. Donc on va réénumérer cette échappée. On a Kochetkov, le russe de l'équipe CCC. On a les 2 Français, Romain Sicard et Fabien Grelier, de l'équipe Total Direct Energy. Le 3e Français de cette échappée, c'est Elie Gébert. Kras, le coureur de la Lotto Soudal, est aussi présent. Et pour finir ce groupe, c'est Badilati, le Suisse de la Israel Startup Nation, qui est en tête et qui accompagne les hommes de tête. Steph Kras, pour un peu, voilà, il n'a pas de victoire pro, hein, son actif malheureusement. Steph Kras, mais il a voilà, un coéquipier modèle qui est souvent sur les plus grosses courses du monde, hein. Critérium du Dauphiné, l'an dernier il a fait Critérium du Dauphiné, Milan-Turin, le Tour de Lombardie, Tour de Gangxi. Bon, c'est pas une énorme course, mais c'est quand même World Tour. Il a fait les Strade Bianche, même s'il les a abandonnés. La Flèche Wallonne aussi, l'an dernier il l'a fait, il a abandonné aussi. On espère pour lui que ça sera mieux cette année, surtout que là apparemment ça a l'air d'être mieux, puisqu'il est dans l'échappée. 3 minutes 30 d'avance sur le peloton, toujours emmené par les mêmes équipes, hein. L'équipe de Bauke Mollema, l'équipe de Julien Alaphilippe et l'équipe de Jakob Fuglsang, celle de David Gaudu aussi, même si on sent que Konovalova se passe un peu moins les relais. Et on a aussi l'équipe de Van Der Poel, hein. Louis Vervaek, qui passe, l'équipe de Charman, celle de la UAE, bah, c'est Formolo, tout simplement. Voilà, ça va être dur pour ces 6 hommes là d'aller au bout, on leur laisse pas beaucoup de champ, hein. 3 minutes 25, 118 km de l'arrivée. Ça va être compliqué pour eux. Et donc comme je vous le disais, Julien Alaphilippe aussi, qui essaiera de faire le triplé sur cette flèche wallonne. Mais en cas de victoire, il pourrait aller même faire un triplé ce week-end du côté de Liège-Bastogne-Liège, alors qu'on va attaquer la côte de la Redoute là pour les hommes de tête, les 6 hommes de tête, qui sera justement au programme de Liège-Bastogne-Liège, cette côte de la Redoute qui faisait toujours des différences, hein, dans le cyclisme d'antan. Aujourd'hui on préfère un peu plus attendre, et on comprend très bien les cyclistes, le niveau s'est drastiquement resserré, et puis surtout les coéquipiers sont quand même à un très très haut niveau en ce moment. On le voit avec l'équipe Ineos et anciennement Sky sur les grands tours, l'équipe Jumbo-Visma qui cette année s'est construite une armada pour le Tour de France et les grands tours notamment. Donc voilà, il faudra, et même du côté des classiques c'est la même chose. C'est pour ça qu'on temporise un peu plus cette côte de la Redoute qui est placée plus ou moins à 50 km de l'arrivée sur Liège-Bastogne-Liège. Ici on est à plus de 210. Et donc oui, donc j'étais avec Julien Alaphilippe avant qu'on entre dans cette côte de la Redoute. Julien Alaphilippe qui, tout simplement, s'il fait le triplé sur les Ardennaises cette année, bien qu'il n'ait jamais remporté Liège-Bastogne-Liège, mais il a déjà remporté la Flèche Wallonne, donc aujourd'hui on le place comme ultime favori, ce qui ferait qu'il en a remporté 2 sur 3. Et là forcément dimanche ça va le travailler déjà de gagner Liège-Bastogne-Liège, mais en plus de faire le triplé, de succéder à Philippe Gilbert qui est le dernier à l'avoir fait en 2011. Et donc comme je vous l'ai dit, ce triplé, alors qu'on a une chute de Michael Woods. Michael Woods, le leader de la formation IF Education First, qui est tombé, Michael Woods, et qui repart. Heureusement, il repart en queue de peloton, hein, dans la route de Molly, le coureur de la Bruxelles, c'est la Sport Wanderen non, c'est pas la Sport Wanderen, c'est la Bingo Wallonie Bruxelles, voilà, je savais qu'il y avait Bruxelles, l'équipe de Yelevan Endert qui, en se souvient, l'année où Julien Alaphilippe, justement en 2018, avait remporté sa première Flèche Wallonne. Van Endert était
était en tête durant une bonne partie du mur de 8 avant de lancer. Il me semble que c'était Tim Wellens qui était dans sa roue, mais je suis plus sûr à 100%. Et Julien Alaphilippe avait flairé le bon coup, il les avait suivis. Et puis il avait placé son démarrage, Julien Alaphilippe, à 150 mètres du sommet. Valverde avait presque pu revenir dans la roue, mais la deuxième lame et la deuxième accélération de Julien Alaphilippe ont eu raison des jambes de Alejandro Valverde. Alors qu'on voit quand même qu'il y a du vent, 16 km/h, attention, vent de face là dans cette partie. Mais si on prend une bonne, là par exemple il est de côté, c'est peut-être pas assez long, peut-être pas assez rapide, mais pourquoi pas assister à des bordures. Bon, pour l'équipe de Knack, on se fait pas trop de soucis, c'est eux les spécialistes. Et donc ouais, il est Van Endert, donc voilà, très très bon coureur à surveiller. Et donc pour revenir sur Michael Woods, il a gagné l'an dernier Milan-Turin, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Milan-Turin. 2019, il a gagné aussi une étape de la Volta en 2018. Toujours en 2018, il a fait deuxième de la Bastogne-Liège, troisième des championnats du monde. Attention à Michael Woods, c'est un client aujourd'hui. Et avec 2 minutes 40 d'avance à 93 km de l'arrivée, j'ai du mal à voir comment les 6 de devant vont pouvoir tenir en respect le peloton jusqu'au bout, voire même jusqu'au premier passage sur la ligne du mur de 8. Premier passage qui se fait, peut-être, si quand même, premier passage il devrait être là, mais dès le deuxième, ça devrait être plus compliqué. Finale dans le mur de 8 qui a aussi changé en général, et cette côte de Cherave qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça de mémoire dans le final de cette flèche wallonne. Alors qu'on a toujours avant la côte d'Amay la formation Trek qui roule. Et j'essaye de retrouver. Oh attention parce qu'on a une grosse chute. Grosse chute, bon peut-être pas. Je pensais que ça allait être plus important que ça. On a 4 coureurs qui sont tombés. Guidich, le coéquipier de Jakob Fuglsang. Diego Ulissi aussi. Attention à Diego Ulissi. Le rouleur, le puncher italien qui pourrait aider Davide Formolo, tout comme Simon Clark aurait pu aider Michael Woods, Nicolas Hedey aussi, qui est présent. Et on attend Simon Clark du côté de Nelson Paules et de Jonathan Caicedo. On attend Simon Clark et on va le ramener dans le peloton quand même qui a accéléré, sous l'impulsion de Rémi Cavagna, le TGV de Clermont. Rémi Cavagna, toujours avec, c'est toujours les mêmes, Tejada, Rhys, Konovalovas, Fabro qui roulent. Et derrière, est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Ouais, ça semble quand même pouvoir se faire du côté de la formation IF qui a fait relever quand même 2 coureurs pour Simon Clark. C'est peut-être lui, finalement, le leader. En plus, il a le dossard 151, ce qui veut dire que Michael Woods... a pas la pancarte. Il a le dossard 157, Michael Woods, mais il est quand même bien placé dans le peloton. Avec Dani Martinez dans sa roue. Et on voit quand même qu'à l'arrière du peloton, dès qu'il y a une relance, c'est compliqué. Alors que la tête de peloton est à même distance que la tête de l'échappée par rapport... Enfin, il y a 2 minutes 10 entre la tête du groupe Woods et la tête de peloton, et 2 minutes 15 entre la tête du peloton et la tête de l'échappée. J'allais m'embarquer dans une phrase pas compréhensible, donc on la refait. Et là, dans cette côte d'Amay là, c'est Romain Sicard là, qui met le tempo. On l'a vu tout à l'heure, c'était lui le plus fort avec Fabien Grelier. Donc là, Romain Sicard qui est tombé, peut-être qu'il a encore mal et qui se ressent des stigmates de sa chute, alors que la pluie elle a cessé de sévir sur cette course. Et Romain Sicard qui tente de redonner une seconde impulsion à cette échappée, alors que Ignatias Konovalovas
accélère là, en tête de groupe. Tout comme Harold Tejada, et on n'a plus qu'un coureur lâché. C'est Nelson Powles, lui qui a attendu son leader. Et maintenant, il est lâché à bout de force. Nelson Powles, il a besoin de temps pour récupérer. Mais le problème, c'est que le temps, il n'en a pas. Et il est en train d'en perdre, surtout sur la tête de peloton. Et Harold Tejada, Cavagna aussi qui s'est mis en tête. Là, on a vraiment toujours les mêmes coureurs qui roulent. Ils vont quand même arriver un peu à épuisement. Et on a un contre. C'est Dries Van Gestel, il me semble, qui tente de sortir. Ou en tout cas, peut-être qu'il venait juste se replacer, le Belge. Mais il faut faire attention. On voit Evenepoel qui remonte et Dries Van Gestel qui se dresse sur les pédales. Et qui en haut, dès cette côte d'Amay, tente d'en mettre une. Dries Van Gestel, il est pris tout de suite en charge par Rémi Cavagna qui roule. Hein. Il roule très fort. Il y a des cassures dans le peloton. On a des cassures. Attention. Un groupe de 100, un groupe plutôt d'une trentaine d'unités c'est extirpé. Egan Bernal qui fait le tempo pour ramener, je pense c'est Michal Kwiatkowski du côté de la formation Ineos, ou alors c'est peut-être même pour lui-même qui est le dossard 1, parce que Kwiatkowski est pas là. Attention à Edward Denbard quand même dans cette équipe qui est quand même un très bon puncher. On arrive à rentrer mais on attaque le mur de 8, il faut être bien placé au pied du mur de 8, on le sait. Et là, ça va pas être le cas pour Egan Bernal. Alors que Formolo remonte très très facile. Alaphilippe aussi est en 3ème position. On voit Fuglsang qui est présent. Lukashenko, Sharman, Gaudu, Bardet, Yates, Adam Yates, Elisond aussi qui est là pour aider Bauke Mollema en cas de problème. On voit Wellens qui est bien placé. Est-ce qu'on aura des cassures là au sommet? Non, pas de cassure. Juan Dennis, on voit aussi le champion d'Australie qui est bien là. Et finalement, on n'aura pas de problème en haut. Et alors que devant, ils sont plus que 5. On a perdu du monde. Qui est-ce qu'on a perdu? On a perdu Romain Sicard, qui a attendu Dries Van Gestel, mais qui n'a pas réussi à... Ah non, il est en train d'attendre Dries Van Gestel, justement. Romain Sicard, mais Dries Van Gestel, ça semble compliqué. Hein. Il est toujours à 30 secondes d'avance sur le peloton. Je pense pas qu'il pourra revenir sur les hommes de tête qui ont 1,40 hein, d'avance sur Kenny Elissonde qui mène la tête de peloton. On va regarder du côté des lâchers. On a quand même Yann Hirt, Aimé de Rent aussi qui est lâché. Nicolas Hédé qu'on a vu tout à l'heure qui est tombé. Ça n'a pas dû l'aider. Il devait être bien fatigué au pied de la côte. Il n'a pas pu accrocher les bons wagons. Et après, bon, c'est les coureurs qu'on a vu derrière tout le long de la journée. On arrive dans la côte des refs là pour les hommes de tête. Et c'est Fabien Grelier, cette fois, qui prend le leadership. Attention quand même au Total Direct Energy de pas trop en faire. Parce que, justement, dans cette côte, tout à l'heure dans la côte d'Amay, on a vu que c'était notre ami Romain Sicard qui menait grand train. Et finalement, ça a été le premier lâché de cette échappée. Dries Van Gestel s'est fait reprendre. Et on voit Anthony Roux qui se place, qui a donné son dernier relais. Et on voit Alaphilippe, 2ème position. Gaudu, 3. Woods. Et là aussi, Powell pour l'équipe Bahreïn. Mais est-ce qu'on roulerait pas pour Dylan Teuns? Cette équipe Bahreïn qui a plusieurs options. Primož Roglic aussi. Il faut faire attention à Primož Roglic. Parce que lui... On l'a vu sur la Volta l'an dernier, il aime bien les arrivées en très très dur. Et aujourd'hui, ça tombe bien, c'est une arrivée très très dure pour les hommes, en tout cas, qui iront se disputer la gagne en haut du mur de 8. On va arriver dans ce 2e et avant-dernier tour, au pied de la côte de Cherave, qui sera à monter, donc à gravir une seconde fois. On la monte 3 fois en tout. Et là, changement de profil en tête de course. On voit que c'est plus les mêmes qui roulent. Hein. C'est plus Cavagna, c'est plus Rhys, c'est plus Tejada. Et l'écart qui passe sous la minute. Ça y est, au pied de cette côte de Cherave. Alors que Fabio Aru est tombé, tout comme Ruben Guerrero, du côté de Davide Formolo. Alors que Warren Barguil aussi est lâché. Ça, c'est plus étonnant. Alors que, ouais, du côté de Davide Formolo, on n'a pas de chance. Hein. Les coéquipiers tombent.
et laisse des forces dans la bataille. Je pense que du coup pour Haru c'est fini. Et on voit Remco Evenepoel là qui est passé en tête de peloton. On voit Valentin Madouas, Luis Leon Sanchez qui se sont replacés. Voilà, c'est plus Cavagna, c'est plus Tejada. Là c'est vraiment les même pas les hommes forts qui roulent, mais c'est des hommes quand même qui sont plus forts que ceux qui ont roulé depuis le début et qui en plus sont plus frais. On voit Petr Vakoc, le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, qui a crevé. C'est pas une bonne nouvelle pour Mathieu Van Der Poel et Luis Leon Sanchez qui arrive déjà au pied du mur de 8, 30 secondes derrière, à peine 30 secondes derrière l'échappée de 5 coureurs. Et ça y est, ils se font reprendre dans cette côte. Et Luis Leon Sanchez qui met un énorme tempo. Il faut être bien placé. On voit David Gaudu très bien placé, bravo. Alaphilippe aussi très bien, Sharman dans la roue, attention, énorme tempo de Evenepoel qui est en train de tout faire péter là, Sharman qui a fait l'effort, ils sont 6 en tête, ils ont une petite 5 mètres d'avance sur Lutsenko qui a ramené Jakob Fuglsang, 55 coureurs. En tête de course, je pense que c'est les 55 qui iront se jouer la victoire, hein. Si vous n'êtes pas dans ce groupe là maintenant, c'est fini, ou même si vous arrivez à rentrer, c'est que vous n'êtes quand même pas assez fort pour aller jouer la gagne. On voit Lilian Calmejean qui est dans les dernières positions du peloton. Almeida est là aussi. On voit Jungels là qui s'est porté en tête, Bob Jungels, pour rouler pour Julien Alaphilippe, continuer le gros écrémage. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2018, où justement le copain de chambre de Julien Alaphilippe, Bob Jungels, on sait, hein, on l'a vu sur sa victoire en 2018, c'est Julien Alaphilippe qui avait fait la cassure et qui avait empêché tout le monde de rouler pour revenir sur Jungels parce qu'il n'y avait pas d'entente dans le groupe de poursuivants. Et Bob Jungels qui là va pas faire semblant, jusqu'au pied de cette côte des rêves, ça y est, on y est, on tourne à gauche, moins de 20 km de l'arrivée, 17 km 5 pour être précis, c'est Tony Galopin qui prend le manche des opérations et qui met un gros tempo. On voit Jack Egg qui est remonté, Conrad Mohoric aussi, attention, Sharman qui est très bien placé, Alaphilippe est là aussi, Bardet dans la roue, Fuglsang, attention, là on va plus être beaucoup là au sommet de cette côte des rêves. On voit Roglic qui reste à côté de George Bennett, Gaudu moins bien placé que tout à l'heure, mais il va quand même réussir à rentrer. David, là, il faut faire l'effort maintenant. 27 hommes dans le peloton. Galopin, il a mis un énorme tempo. Il a fait très mal à tout le monde. Et on va arriver bientôt dans la dernière côte de Churov. Et attaque de Primož Roglic à droite de la route. Adam Yates et David Gaudu ont sauté dans la roue. Marc Hirschi aussi. Et là, on n'a pas beaucoup parlé du Suisse de la formation Sunweb. Attention à lui, surtout s'il suit les coups. Sharman, Bardet, Valverde. Alaphilippe est là aussi. Et Fuglsang, par contre. Fuglsang et Bauke Mollema sont piégés, ils n'ont pas de coéquipier, ils vont être obligés de rouler, tout comme David et Formolo. Est-ce que devant on va s'entendre? Sharman qui prend le relais de Primož Roglic, Valverde, lui qui est toujours qui est jamais vraiment, on le cite jamais vraiment dans les courses, mais finalement il arrive toujours à être bien placé au bon moment. Et Van Der Poel qui va rouler pour essayer de faire la jonction avec le groupe de Julien Alaphilippe, groupe de 9 devant. On a compris que eux étaient à l'affût, et Alaphilippe qui remet une au pied de la côte de Churave. Là ça y est, hein. D'habitude on a une course d'attentisme jusqu'au mur de 8, et là on a une course de panache avec Julien Alaphilippe qui va, Hirschi dans la roue, Dylan Teuns, et Hirschi qui fait la cassure, il peut pas y aller avec Julien Alaphilippe. Alaphilippe seul en tête de cette côte de Churave, on va virer à droite, il va plonger dans la descente, c'est Bardet qui tente de faire l'effort avec Roglic dans la roue. Alaphilippe, Bardet, Roglic, groupe de 3, Sharman piégé, tout comme Hirschi, Gaudu. Hirschi, on a vu que c'était un problème de jambes, hein. C'était pas lui, c'était pas piégé en termes de tactique, c'était un problème de jambes. Van Der Poel, Valverde, Fuglsang aussi, ils sont pas vraiment bien placés. Et Alaphilippe, là, faut qu'il laisse le relais, hein. Faut qu'il laisse le relais, sinon ça va être trop dur dans la dernière montée. C'est ce qu'il fait Alaphilippe, il laisse le relais à Romain Bardet, 30 secondes d'avance, ça va aller au bout, hein, pour ce groupe-là. Et Roglic qui en met une au pied du mur de 8. Ça y est, c'est parti, le pied du mur de 8. Primož Roglic qui attaque, seul en tête. Primož Roglic, j'ai peur que c'est lui qui ait gardé le plus de force. Là, il est toujours en tête, là, il tient la corde. Attention, on a Bardet quand même qui a l'air plutôt bien dans la roue. Finalement, c'est Roglic qui est tout seul en tête et qui va gagner en haut du mur de 8. Victoire de Primož Roglic devant Julien Alaphilippe, donc qui fera pas le triplé ardennais, qui fera pas le triplé en haut du mur de 8.
Et Romain Bardet vient faire 3e. 4e place de David Gaudu. Vraiment les Français 2, 3 et 4. Les places dont on ne retiendra jamais malheureusement l'existence. On ne retient que le vainqueur, que le meilleur. Et le meilleur aujourd'hui, c'était le Slovène Primož Roglič. Quelle fin de course hein, on a eu avec cette attaque au pied de la côte de Churave d'Alaphilippe. Bardet qui fait le lien en haut de cette côte de Churave justement. Il y a que Roglič qui a pu le suivre. Et finalement, les deux ont roulé dans la plaine, Bardet et Alaphilippe. Alaphilippe qui met un très très gros relais. Il aurait peut-être dû se relever avant. Enfin, laisser passer Romain Bardet avant. Et finalement, c'est Primož Roglič qui tire les marrons du feu. Incroyable. Hein. Primož Roglič, il a fait toute l'ascension du mur de 8 en tête. Et on l'a vu, toute l'ascension du mur de 8 à fond. Et c'était pareil pour les autres. Mais les autres avaient moins d'énergie pour les raisons que je viens de vous expliquer. En tout cas, d'habitude, on a vraiment un attentisme jusqu'au pied de ce mur de 8 qui fait très 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 peur. Et là, ça s'est attaqué à droite, à gauche. Tout le monde a tenté de suivre des coups. Tout le monde a tenté de faire des coups. Et finalement, Primož Roglič était le plus fort physiquement. Mais surtout tactiquement, je pense. Qu'il était le plus fort. À chaque fois, il a suivi. Et la fois où il a placé son attaque, on n'a jamais pu le déborder. Il a placé son attaque au bon endroit et au bon moment. On attend toujours les derniers 25 minutes de retard pour le dernier. Voilà, Primož Roglič qui vient s'imposer devant Julien Alaphilippe qui était quand même dans la roue mais il n'avait plus la force de le dépasser. Romain Bardet vient faire 3e, 4e place pour David Gaudu pardon, et 5e c'est Mathieu Van Der Poel qui vient faire 5e. On l'a dit, un Roglič c'était on l'avait pas cité parmi les favoris mais parmi plutôt les outsiders. On savait que c'était une montée qui pouvait lui convenir. Du fait de la Volta l'an dernier. La Volta l'an dernier où tout simplement il avait, voilà, on sait que la Volta c'est beaucoup de petits murs comme ça. Et la Jumbo-Visma qui vient en plus chercher le titre de meilleure équipe. Nous, on vous remercie de nous avoir suivis. On va se retrouver très très bientôt là pour Liège-Bastogne-Liège. C'est dimanche. On vous dit à dimanche.